4,50 m d'envergure, entièrement réalisé en composite carbone. Le drone Solar X1 a passé avec succès la première étape aérodynamique de son développement. D'ici 2018, des cellules solaires seront installées sur les 4 ailes du drone. L'appareil sera également capable de gérer seul ses trajectoires. Déjà, il y a beaucoup d'applications possibles sur tout ce qui est par exemple sécurité civile, feu, incendie, recherche de personnes, et aussi au niveau scientifique pour apporter des données importantes, recueillir des informations pertinentes, que ce soit sur la faune, la flore, Antarctique, là où finalement les drones classiques ne peuvent pas aller parce qu'on va s'arrêter à 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie d'autonomie. C'est un système qui a un coût forcément inférieur à celui des avions et des hélicoptères. Les paramètres de vol, les mesures seront recueillies dans une salle de contrôle. Un projet qui mobilise des ingénieurs, mais aussi des étudiants et des enseignants-chercheurs nantais. Sur tout ce qui est aérodynamique et mécanique du vol, ça c'est le premier élément. Ensuite, on a contribué à tout ce qui était calcul de structure et de composite. Et puis, troisième élément, mais on n'a pas encore démarré, mais ça démarre maintenant, tout ce qui est perception de l'environnement et réaction, on va dire, de l'intelligence artificielle par rapport à cet environnement. C'est évidemment un projet qui pourra finalement vendre des données à un coût bien inférieur à ce qui se fait aujourd'hui sur les satellites. Le prochain objectif, battre dès l'année prochaine le record mondial de durée de vol qui s'établit aujourd'hui à 14 jours. Le restaurant nantais Les Brassés jette l'éponge. Il ne s'installera pas sur la plage de la Baule, à l'emplacement du célèbre Nocibé. La raison de ce revirement, la violente fronde menée sur les réseaux sociaux. 2 pétitions ont été lancées pour empêcher le remplacement de l'ancien restaurant. Elles ont recueilli près de 4000 signatures. Dans ce contexte de défiance, la direction des Brassés se retire donc du projet baulois. Elle dénonce une campagne de désinformation, voire de diffamation. Un coup dur pour l'enseigne qui avait remporté l'appel d'offres lancé par Veolia et allait investir 1 million d'euros dans le projet. Ces gérants ont toutefois annoncé qu'ils envisageaient d'installer leur enseigne sur un autre site plus opportun. Il y a un poste à Ancenis pour demain en technologie. Il y a un prof de technologie là ? Malheureusement, pas de prof de technologie dans la salle ce mardi. Il aurait pu être embauché dans la foulée. Car l'enseignement catholique a un besoin urgent de professeurs suppléants. Des postes sur lesquels ils sont une 50aine à être venus se renseigner. Ils sont salariés, étudiants ou demandeurs d'emploi, d'âge et de profils très variés, tout comme leur motivation à devenir enseignant. J'étais urbaniste et j'ai pris goût au métier de professeur et donc j'aimerais devenir professeur. Et comme je suis âgée, 44 ans, je ne voudrais pas repasser tous les concours de la fonction publique. J'ai 55 ans et je suis demandeur d'emploi depuis 5 ans. En plus, je bénéficie d'une reconnaissance travailleur handicapé. J'ai beaucoup de mal à retrouver un emploi. Or, il se trouve que j'ai 25 ans derrière moi dans la formation, puisque j'ai déjà été professeur de droit notamment. Technologie, allemand, histoire ou bien sciences physiques, les matières en manque de profs sont nombreuses. Pour postuler, les candidats doivent disposer au minimum d'une licence validée dans la matière qu'ils souhaitent enseigner. Mais au-delà de ces compétences, il faut surtout se sentir prêt à endosser le rôle d'enseignant. Je crois que ce qui est intéressant, c'est peut-être de suivre un enseignant, d'aller voir dans une classe comment ça se passe. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui dans les classes n'est pas ce qu'on a pu vivre il y a 10 ans. Les élèves ont changé, le métier a changé, le métier a évolué. Et dans le cadre d'une reconversion professionnelle, on encourage les personnes intéressées à aller voir ce qui se passe dans nos établissements. Les candidats peuvent trouver les informations sur les postes à pourvoir sur le site de l'enseignement catholique. D'autres réunions d'information seront organisées dans les semaines à venir. Monsieur Hulot a les yeux rivés sur l'océan, alors il ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Depuis la mi-octobre, des riverains demandent à la mairie de Saint-Nazaire de stopper le chantier. De nouveaux petits coins, ils en veulent, mais pas ici. C'est une demande des associations de Saint-Marc depuis de nombreuses années, mais pas à cet endroit-là. On n'aura plus du tout l'espace pour venir voir le paysage comme on venait le faire avant. On a rédigé une pétition. Les gens signent parce qu'on détériore le site qui est magnifique et qui permet d'être à l'abri du vent et de regarder cette plage superbe. On va se dire encore à Saint-Marc, c'est des nantis à Saint-Marc, c'est des gens qui ont de l'argent, ils ont de belles maisons, etc. Alors ils rouspètent parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est pas ça. On n'est pas contre le fait qu'il y a des besoins naturels et qu'il faut les satisfaire. Mais c'est simplement une question de bon sens. Il fallait les mettre à un endroit où ça peut passer facilement, ou en bas, ou là-bas, ou éventuellement
à la place d'une place de parking, là, c'est évident, quoi. De son côté, la mairie entend aller jusqu'au bout pour livrer les sanisettes avant la fin décembre. Ce projet fait partie d'un très sérieux schéma directeur sanitaire, une sorte de feuille de route des toilettes publiques qui prévoit 11 nouvelles cabines avant 2024. Pour justifier le report du vote du budget, le maire de Saint-Nazaire parle d'un climat de grande incertitude pour les finances locales. Au moment où je vous parle, je suis incapable de le construire puisque les règles du jeu sont tellement floues, inconnues et qu'elles sont encore en débat. Alors l'État nous propose un contrat de confiance, et bien écoutez, j'interrogerai l'État pour nous donner les règles du jeu. David Samzin entend mener la fronde contre un ensemble de mesures qui fragiliseraient le développement des villes. Certaines sont déjà actées, d'autres sont encore en discussion. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, les nouvelles règles qui freinent l'investissement ou encore les limites des dépenses de fonctionnement. Aujourd'hui, ce sont les manettes, c'est notre capacité à gérer, notre capacité à décider sur le plan local qui est remise en cause. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce pays, la décentralisation est mise à mal et qu'il y a une recentralisation du pouvoir et que Bercy est en train de prendre les manettes de ce pays. Voilà pourquoi je dis que la situation est grave. C'est grave pour les maires, c'est grave pour les bailleurs sociaux, je pense au monde HLM, et que dans l'état où nous sommes, il y aura un impact économique très très fort sur le marché de l'emploi. Alors, quelles conséquences concrètes pour les petits et grands projets de Saint-Nazaire? Réponse lors de la présentation du budget au plus tard en mars prochain. Dans l'immédiat, l'heure est aux réunions d'arbitrage entre les élus de la majorité. Que fait la police pour la sécurité aux abords du hangar à bananes? Les auteurs de cette pétition posaient cette question à notre micro la semaine dernière. La police est au courant de ce nombre d'agressions croissant, mais pourtant on ne voit jamais aucune présence. Message reçu 5 sur 5 au commissariat Waldeck-Rousseau. Face à ces critiques, le chef départemental de la police tenait à réagir, chiffre à l'appui. On est présent. La preuve en est, c'est que les interpellations qu'on a réalisées sur le secteur du hangar à bananes sont en augmentation. Donc si on n'était pas présent, il n'y aurait pas d'interpellation et encore moins de hausse de ces interpellations. Et ces statistiques sont sans appel. Sur les 10 premiers mois de l'année, les infractions constatées aux abords du hangar à bananes ont augmenté de 10% par rapport à la même période l'an dernier. Et les interpellations aussi. Les mineurs et les personnes de nationalité étrangère sont beaucoup plus souvent mises en cause. Pour des vols à la tire, des vols à la roulotte sur les parkings, des utilisations frauduleuses de cartes bancaires et des actes de violence. Les atteintes aux personnes augmentent de 6%. Donc on est sur une augmentation qui est relativement faible, puisqu'on est sur un volume qui n'est pas énorme. Et à l'intérieur, ce qui augmente, c'est les violences gratuites et pas les violences crapuleuses. C'est-à-dire pas les violences pour s'approprier quelque chose, quoi. Une violence accentuée par l'hyperalcoolisation des consommateurs, jeunes et moins jeunes. Comme les auteurs de la pétition, le patron de la police départementale préconise un meilleur éclairage et le développement de la vidéosurveillance sur cette pointe ouest de l'île de Nantes. Les services de Nantes Métropole le reconnaissent, il y a eu un couac ces derniers jours pour le ramassage des poubelles, un jour férié, des agents en congé, un déficit de communication en direction des habitants et puis surtout la réforme de la collecte. Depuis le 1er octobre, exit le fini parti, mais Nantes reste en rodage avec son nouveau système de collecte. Pour les 200 agents sur le terrain, les méthodes de travail ont changé, les circuits également, alors ça coince dans certaines rues. Aujourd'hui, on a environ 5% des rues qui ne sont pas correctement collectées. Donc ça représente environ 140 rues sur 3000. Alors pour l'usager, on a conscience que ce n'est pas satisfaisant, parce que nous, en fait, la volonté, c'est qu'on ait vraiment 100% de rues correctement collectées, donc d'ici la fin novembre. Moi, j'ai mis la pression pour que fin novembre, tout soit rentré dans l'ordre, vraiment. Et on sait qu'on est en capacité de le faire dans une réforme extrêmement équilibrée. Et pour celles et ceux qui sont encore un peu en difficulté, eh bien, nous allons mettre les 3 semaines qui nous restent à évidemment trouver les solutions qui sont nécessaires. Pour le retour à la normale, Nantes Métropole a lancé des collectes de rattrapage et elle va revoir les circuits. 15% des tournées seraient aujourd'hui mal dimensionnées. De leur côté, les syndicats jugent que les difficultés sont sous-estimées. Ils se réunissent ce vendredi pour faire le point avec les agents.
C'était hier soir à son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle. Yohann Barbero, enfin libre, souriant, après un véritable cauchemar qui aura duré plus de 2 ans et demi. Depuis son arrestation à son domicile, à Irkoutsk, en Sibérie, en février 2015, les interrogatoires musclés, l'emprisonnement et son inculpation pour des actes de pédophilie sur sa fille de 5 ans. À l'époque, évidemment, nous avons entrepris des démarches auprès du ministère des Affaires étrangères. C'était Laurent Fabius qui était le ministre à ce moment-là. Et on nous a donné des conseils d'absolue discrétion. A priori, quand on vous donne ce genre de conseils, on est tenté de les suivre. Pourquoi est-ce que je sors du silence pour dénoncer et pour accuser? Ma situation aujourd'hui, c'est que je suis un otage. Clairement, c'est une forme de prise d'otage très particulière. Une forme de manipulation des autorités russes décryptée dans ce reportage d'envoyé spécial ce soir sur France 2, un compromat pour compromettre cet employé du ministère des Affaires étrangères en Russie. Yohann Barbero a dû s'enfuir, se cacher pendant 1 an pour obtenir lui-même sa libération d'otage. Pas un otage au sens classique du mot, mais effectivement, on peut penser que la partie russe l'a utilisé de cette manière dans des négociations plus vastes avec la France. Yohann Barbero sera de retour ce soir à Nantes. Il s'exprimera publiquement demain matin lors d'une conférence de presse sur ce qu'il qualifie de mascarade. Yohann Barbero est arrivé hier soir vers 22 h en gare de Nantes. Ce Nantais, ancien directeur de l'Alliance française à Irkoutsk en Sibérie, vivait caché depuis plus d'1 an. Je me sens comme quelqu'un qui sort de 3 années très compliquées, comme quelqu'un qui sort de 3 mois de prison, de quelques semaines en hôpital psychiatrique, puis une cavale, puis un long séjour isolé au sein d'une ambassade tenue au secret. Voilà, donc depuis quelques jours, je retrouve un peu la rue, comment dire, la foule, mais alors là, la foule, pour moi, c'est totalement surréaliste. Là, je passe d'une situation de solitude profonde à la foule. Venez. Yohann Barbero a été condamné en février 2015 à 15 ans d'emprisonnement en Russie. Il dénonce un complot et doit s'exprimer sur le sujet lors d'une conférence de presse ce vendredi midi.